C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Firmin Teko Agbo et Yao Eklo Nukunu. Ensemble, on va parler maintenant de ce sommet des chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui se retrouvent donc ce samedi pour le premier sommet. C'est à Niamey, la veille d'un sommet de la CEDEAO qui se tiendra donc dimanche à Abuja. Notre pays accueille le samedi 6 juillet le premier sommet des chefs d'État de l'AES, à savoir le Burkina, le Mali et le Niger. Ce sont les autorités de Niamey qui l'ont indiqué dans un bref communiqué qui avait été lu à la radio publique. Et les chefs d'État du Burkina et du Mali, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, sont arrivés hier vendredi donc en terre nigérienne, accueillis par leur homologue du Nigeria, le général Abdourahmane Tiani, qui avait appelé la population à leur réserver un bel accueil. Il faut dire qu'on ne connaît pas, Yao Nukuno, le fond des sujets qui vont être discutés au cours de ce sommet de l'AES. Simplement, ce qu'on sait, c'est que ces trois chefs d'État marquent leur volonté d'aller de l'avant. Monsieur Samuel, vous connaissez très bien ma position par rapport à ces trois présidents et ces putschistes-là, des gens qui ont pris la tête du pays de façon illégale et par la force. Donc moi, ce sont des putschistes et c'est des gens pour moi qui n'incarnent pas une certaine légitimité ni légalité. Et surtout encore, quand je vois un peu le parcours, d'abord celui du Burkina, Ibrahim Traoré, qui aux premières heures de son putsch, et sa déclaration était que non, il respectait tout ce qui a été décidé par la CEDEAO en matière de il allait respecter le calendrier, mais par après, qu'est-ce que nous avons vu? Et récemment également avec le Mali, qu'est-ce que nous avons vu? Alors donc, et encore, d'autre part aussi, ils se sont lancés aussi dans les manipulations, jetant les populations dans les rues, scandales, etc., et des insanités, des mélancolies contre la France, etc. Aujourd'hui, nous voyons aussi les conséquences avec la montée de l'extrême droite en France également, parce que quand vous êtes là, vous manipulez les pauvres gens, des citoyens naïfs, vous les montez pour essayer d'afficher une légitimité de façade, dire que oui, le peuple nous soutient, nous sommes des putschistes, mais le peuple nous soutient en injuriant les gens, mais les gens aussi chez eux, quand ils écoutent ça, que voilà, c'est les Africains qui les injurent, eux aussi ils vont nourrir leur sentiment de mépris, ils vont riposter, mais seulement que ils ne ripostent pas dans la même logique comme nous. Quand nous voyons également des Africains manifester devant les ambassades, les consulats en France, et il y a des comportements, etc., mais surtout ça là, ça suscite des réactions. Donc, vous voyez, la montée de l'extrême droite, etc., il n'y a pas qu'en France. Nous avons vu également en Grande-Bretagne, également, etc. Donc, les Blancs aussi, ils se mettent dans la même posture contre nous, et donc, ça entraîne des conséquences. Alors, moi, et cette rencontre-là annoncée des putschistes, pour moi, c'est de la façade, il n'y a rien de nouveau, parce que même encore, monsieur Samuel, quand ils vont se retrouver là-bas, c'est toujours la langue française qu'ils vont parler. Alors donc, du coup, il y a quoi d'extraordinaire? Il n'y a rien d'extraordinaire. Tout ça là, c'est des agitations, c'est des, comment dirais-je, c'est des diversions, c'est des diversions, donc, ma foi, moi, Nukuno, je ne suis pas vulnérable à ces manipulations, à cette diversion-là, et qu'ils essaient de vendre à qui, je ne sais. Alors donc, si cette décision qu'ils prennent, qu'ils se retirent de la CEDEAO, jusque-là, ne sont que des annonces. Ce ne sont que des annonces parce que les citoyens de ces pays-là traversent toujours nos frontières tranquillement, sans des mesures qui incarnent vraiment cette fissure-là où dorénavant ils ne font plus partie de la CEDEAO. Alors donc pour traverser les frontières et des pays, il faut répondre à des... Non, vous savez, ces putschistes-là, moi je les interpelle à se ressaisir.
Ils n'ont qu'à sérieusement se ressaisir et revoir copie et aller vers beaucoup plus aller vers du sérieux. Hein. Nous avons entendu également dernièrement la Banque mondiale qui a octroyé un montant à l'un d'entre eux. Non, que les gens arrêtent cette digression-là. Monsieur Samuel, je préfère m'arrêter là, sinon peut-être que mes positions vont toucher encore d'autres. Il y a le président malien, le colonel Assimi Goïta, qui avait laissé entendre il y a quelques semaines, il faut le dire, que ils ont pris un chemin de non-retour. Et aujourd'hui, il se susurre que ces 3 pays veulent passer à l'étape de confédération, si je ne m'abuse. Bref, déjà même le timing de leur sommet veille. C'est demain dimanche que se tient le sommet de la CEDEAO à Abuja. Ils tiennent leur sommet ce samedi. Alors qu'à Abuja, le cas de ces 3 pays sera discuté. C'est pour montrer qu'on n'a plus rien à faire avec vous. Oui, c'est ce qu'ils veulent toujours afficher. Et c'est en fait pour dire que eux ne sont plus de la CEDEAO. Ils quittent l'impérialisme du XXIe siècle. Ils ne veulent plus rien avoir avec les Occidentaux. Parce que moi, me dis que, excusez-moi, ils sont en train de blaguer. Non, il n'y a rien de sérieux là. Mais excusez-moi de vous le dire. Mais ils vont faire quoi? Regardez, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Vous savez, ils ont tout, mais ils n'ont pas le nécessaire, l'argent. Les liquidités n'en ont pas. Ils vont faire quoi? Ces 3 pays de l'AES vont faire quoi? Ils ne pourront rien. Vous savez, moi, j'ai une certaine admiration pour surtout Assimi Goïta. Moi, je l'admire. Je l'admire, pas en tant que chef de la zone, mais la personne. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il mène bien sa politique, il ne parle pas, il dit rien à personne. Il a une certaine fougue. Il est déterminé. Ça, ce sont des qualités d'un homme. Mais en réalité, président de la junte ou chef de la junte, c'est là où je le critique. Il n'a pas à faire ça. C'est-à-dire qu'il remet le pouvoir aux civils et puis c'est fini. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a des choses, vous ne pourrez vous y soustraire. Kounou a dit quelque chose d'important. Ils sont sortis est-ce qu'ils sont véritablement sortis de la CEDEAO? Moi, je ne pense pas. Ils ne sont pas sortis de la CEDEAO. Parce que quand vous sortez de la CEDEAO, c'est avec des conséquences. Hein. Oui, mais la charte de la CEDEAO prévoit que les États peuvent quitter, vous annoncez et ça prend effet 1 an après. 1 an après. Est-ce que en réalité, la CEDEAO en réalité est en train de les accompagner pour sortir? Parce que quand vous sortez, c'est des conséquences. C'est ce que la Grande-Bretagne n'a pas compris. Quand on organisait le référendum à l'époque en 2016. Parce que cela a pris du temps et c'est après que les Anglais se sont rendus compte que m'arrêter. Oui, mais si vous permettez, le ciel n'est pas tombé en Angleterre. Hein. Oui, Ils viennent même de changer de Premier ministre. Les travaillistes sont revenus au pouvoir. La Grande-Bretagne mène bien sa vie. On fait peut-être un peu comme si sans la CEDEAO on ne peut rien faire. Non, moi je ne dis pas. Ça n'existe que depuis combien là? Oui, non, moi je dis. Vous savez, moi je dis. Les gens ont connu la période sans CEDEAO. Il y a un sondage même qui dit que les Anglais, ils regrettent et ils pensent même retourner encore à l'Union européenne. À l'Europe. Moi, ce que je veux essayer de dire, c'est quoi? C'est pour nous sommes dans le monde à l'ouest. Ils n'ont pas les moyens de leur politique. Ils n'iront nulle part. C'est pour ça qu'ils doivent tout accepter. Non, moi je dis par exemple. C'est pas une affaire de tout parce que accepter. vous comprenez, vous avez vu lorsque le nouveau président sénégalais avait fait sa tournée, il a eu cette phrase. On ne peut pas rester dans une CEDEAO qu'on a l'impression qu'elle est manipulée. Donc, vous pensez que ces pays ne doivent pas prendre leur destin en main, même si ça vous paraît peut-être aussi stupide que cela soit, mais se dit, on en a assez. Oui, non, on en a assez. Mais regardez, quand Diomaye Faye dit la CEDEAO est manipulée, il allait chercher quoi en France? Il allait chercher quoi chez Ouattara? Il n'a pas dit qu'elle est manipulée par la France. Oui, il n'a pas dit qu'il coupe les relations. Non, tout le monde sait que c'est la fin. Ouais. Tout le monde sait. On ne va pas rester dans une organisation dont on a l'impression qu'elle est téléguidée ailleurs. Non, moi, je voudrais juste. Bon, j'ai suivi un peu les propos de Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères. Que j'admire, hein, que j'admire par rapport à l'élégance de certains de ses propos, mais qui dit qu'en réalité, le sort des Africains ne doit plus être discuté ni à Bruxelles, ni à Washington, encore moins à New York, et tout ça. Mais écoutez... Est-ce qu'il a tort? Il n'a pas tort. Le sort des Africains est discuté
ailleurs. C'est tout comme le sort de Paris. Il n'y a pas d'État véritablement souverain. Ça, on doit le savoir. Mais ce qu'il reproche aux Occidentaux, moi je suis parfaitement d'accord. Moi ce que je demande à ces pays de l'AES, c'est beaucoup plus de méthodes. Par exemple, on leur demande juste d'organiser des élections. Ils disent qu'en réalité le territoire n'est pas encore contrôlé par la FAMA, en réalité il y a encore des terroristes, bien sûr. Mais c'est dans ce même pays qu'on a fait voter une nouvelle constitution par référendum. Ça c'est important de le rappeler. Mais pourquoi ne pas dire qu'en réalité, bon, nous avons passé 4 ans à la tête de ce pays, nous n'avons pas pu régler ce problème de terrorisme. Ce n'est pas possible. Alors, nous allons organiser des élections pour remettre le pouvoir aux civils. On essaie de légaliser juste la situation et puis on continue. Au niveau du Burkina Faso, on fait la même chose. Au niveau, bon, les Nigériens sont un peu dans une situation un peu difficile parce qu'aujourd'hui, c'est comme leur orgueil a été blessé. Là, je comprends un peu les Nigériens. Mais ceux qui ont commencé, le Malien, le Burkinabé, moi je me dis en réalité, ils peuvent réorganiser la transition ou ils peuvent revenir aux civils et puis ça va passer comme ça. Et puis il faut qu'il y ait beaucoup plus de méthodes dans leur démarche. Je veux aussi signaler que les civils ont toujours été au pouvoir, on connaît les résultats. Mais monsieur Samuel, vous savez, monsieur Firmin, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose, un élément. D'abord, vous dites que il n'y a que l'argent dont ils ne disposent pas. Il n'y a pas que l'argent. Monsieur Firmin, même les armes avec lesquelles ils tiennent, est-ce qu'ils en ont? Est-ce que c'est pour nous? C'est toujours l'Occident. Alors maintenant, je vais vous donner cet exemple. Dernièrement, le président congolais Denis Sassou Nguesso, devant Poutine, il est allé chez Poutine. Vous l'avez écouté. Il a parlé, il s'est plaint des autres, etc. Mais quand Poutine a pris la parole, qu'est-ce que Poutine a fait? Poutine n'a même pas fait de commentaire. Il s'est levé, il dit « je te décore ». C'est-à-dire, vous voyez l'écart, le niveau. Vous voyez l'écart. Poutine ne s'est pas mis dans sa logique, dans son niveau. Quand Denis Sassou Nguesso a pris la parole, il a parlé et il s'est plaint, il a parlé des autres. Quand Poutine s'est levé, il lui a mis une décoration. C'est-à-dire, dorénavant, c'est moi qui te contrôle. Voilà. Alors donc, quand les pays de l'AES aujourd'hui, ils courent se prosterner à Poutine, à la Russie, sachez que ce n'est pas gratuit. Est-ce que c'est se prosterner? Est-ce que c'est pas de la coopération? De la coopération. Parce que les États ont des relations bilatérales et multilatérales. Monsieur Samuel, ouais. Arrêtons de vendre de l'illusion de la naïveté aux gens. Moi, là où je suis, moi, Nukun aujourd'hui, ça m'importe beaucoup que beaucoup d'Africains ouvrent les yeux, qu'ils voient clair. Voilà, arrêtons de nous vendre des illusions. Et coopération. Ouais. De toutes les façons, et aujourd'hui, la Russie règne en maître en Centrafrique. Et ce pouvoir de Théodora y est grâce à la Russie. Et donc, il est soumis à la Russie. Et donc, même eux tous, aujourd'hui, c'est derrière la Russie qui se cache. Parce que, dites-moi aujourd'hui, tel que la Russie s'est levée, si les Occidentaux, que ce soit la France ou les États-Unis, voudraient se comporter autant que la Russie le fait avec l'Ukraine, est-ce que nos pays peuvent tenir? Vous avez imaginé aujourd'hui la France qui déploie son armée contre le Mali, le Burkina, comme quoi il veut contrôler encore. Non. Monsieur Samuel, je pense que ce dont il est question aujourd'hui, c'est pour nous de savoir nous redéfinir. Et il s'impose à nous, les Africains, d'aller vers un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité, monsieur Samuel, ça nous demande d'abord de mettre sérieusement en exergue l'amour pour nos pays. Et maintenant, ensuite, observer certaines règles basiques, élémentaires, et nous conformer à la légalité. Parce que eux-mêmes, ils sont en train de faire du forcing. Tantôt, vous venez, vous définissez un calendrier pour transition et après, vous par des manipulations, vous dites, vous prolongez et vous évoquez des arguments. Tout à l'heure, mon frère Firmin l'a dit. C'est dans ce contexte qu'ils ont organisé un référendum. Alors, si vous avez pu organiser un référendum, bon, le Tchad a essayé quand même de se démarquer, malgré l'ambiance, à organiser une élection. Bon, maintenant, toujours dit que la nature des élections également, c'est encore un autre sujet. Voilà. Qu'est-ce que vous leur reprochez? L'AES tient ce sommet aujourd'hui. C'est 3 pays qui se disent souverains, qui veulent retrouver leur pleine liberté, le plein exercice de leur indépendance. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Quand on parle de souveraineté, même, ça m'a même mal à l'aise. Oui, c'est que bon. Mais quand on parle de souveraineté, ça me met mal à l'aise. Regardez par exemple.
Regardez par exemple, les gens diront que c'est un passage obligé. Regardez, les Maliens souffrent actuellement. Il y a assez de Maliens qui souffrent. Il y aura des arriérés de salaire. Il y a la liquidité qui manque. Les produits de première nécessité, surtout le sucre, ça manque. Aujourd'hui, il y a des riches qui sont en train d'aider l'État. Aujourd'hui, il y a des riches qui peuvent aller se chercher assez de matières premières, de première nécessité, par exemple le sucre, et venir aider un peu les pauvres qui en ont besoin. Ça ne va pas. Parce qu'ils ont emprunté un chemin qu'ils ne maîtrisent. Moi, je dis... J'allais penser que la situation aurait été mieux dans la CEDEAO. Non, moi je n'ai même rien à voir, pas par rapport à la CEDEAO même. Vous parlez de quel chemin? Non, c'est-à-dire, ce que moi je demande, revenez à la situation normale. C'est-à-dire, et maintenant... La légalité. Moi j'ai envie de comprendre. La légalité constitutionnelle, c'est oui, ça? mais tout d'abord la légalité constitutionnelle. Oui, parce qu'on ne peut pas vivre dans... Si on a un président civil, on aurait eu plus de produits de première nécessité. C'est-à-dire... C'est le rapport que j'essaie de comprendre. Oui, non, entre le fait qu'on ait des régimes militaires et les difficultés économiques que vous évoquez. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Oui, c'est exactement. C'est parce que, par exemple, pourquoi ils ont organisé le coup d'État? Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions sur le Mali. Comme on dit, la CEDEAO a ouvert ses frontières depuis et tout. Est-ce que c'est parce qu'il y a un homme en treillis que les difficultés... Oui, il y a aussi ça. Il y a un homme en treillis. Bon. Il n'arrive pas à gérer la situation. Monsieur Samuel, il n'arrive pas à gérer gérer bien la situation. Oui, mais attendez, vous ne pouvez pas comparer aujourd'hui la situation de IBK à celle que les Maliens sont en train de traverser aujourd'hui. Oui, encore moins. Regardez, vous répondre à M. Samuel. Vous pensez qu'au sommet de la CEDEAO le dimanche, ils seront invités en tant que chefs d'État, ils viendront siéger également? Ils ne seront pas invités. Ah ben alors donc, s'il y a des sanctions qui sont levées, une voiture de frontières, il n'y a pas que ça, M. Samuel. Il n'y a pas que ça. Et même au niveau de l'UEMOA... Ils ne sont plus dans la CEDEAO, donc on ne les a pas invités. Mais si on devait les inviter, ils viendront en tant que chef d'État. Vous avez bien dit que lorsqu'un pays décide de son retrait, que ça prend effet. En tout cas, je n'ai pas appris que la CEDEAO a adressé d'invitation à ces trois pays. Mais moi, c'est juste le rapport de cause à effet que vous établissez. Bon, ils causent des problèmes à leur pays, il faut qu'ils en prennent conscience, c'est tout. Et le fait que ces pays soient dirigés par des militaires, c'est ce que j'ai du mal à comprendre. Voilà, et non, moi je dis, ils sont dans une situation anormale. Voilà. Et c'est normal que tout soit anormal dans le pays. Voilà. Économiquement, on n'arrive pas à s'en sortir. C'est ça. C'est-à-dire vous êtes une petite partie de l'armée, vous prenez le pays en otage et vous le dirigez comme vous voulez. Et il y a des militaires partout, à presque tous les postes. C'est pas possible. Alors ce que moi je demande, c'est que, attendez, c'est difficile. On ne peut pas prôner la violence. Un coup d'État, c'est la violence. Voilà. On ne peut pas prôner ça. C'est de la brutalité, on ne peut pas prôner ça. Parce que vous détenez des armes acquises grâce aux Blancs. Vous détenez des armes acquises grâce aux Blancs. Alors donc, ces armes que vous avez acquises grâce aux Blancs, c'est tout ce que vous pouvez faire avec. C'est jouer au tout-puissant sur votre propre prendre votre pays en otage. Je vous écoute que vous voulez être plus malien, plus nigérien, plus burkinabé. Nous sommes africains. Oui, moi je suis africain. Oui, moi j'ai beaucoup d'amis maliens. Moi j'ai fait le Burkina Faso. Quand les Maliens saluent. Non, combien de Maliens? Manipulation. Combien de Maliens? Combien de Maliens ne saluent pas? Souvenez-vous, au Niger, quand il y a eu le coup d'État, des citoyens se sont levés pour dire non, tu as toujours été chef d'État-major. On veut te remplacer maintenant. Du coup, tu prends les armes, tu dis des Nigériens se sont levés pour protester. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a vu, en ce temps, on a tiré sur eux, on les a dispersés. Moi, Samuel, je voudrais juste qu'on fasse un petit bilan. Ils ont pris le pouvoir, pourquoi? Parce qu'ils dénonçaient la corruption, parce qu'ils disaient que assez de Maliens se faisaient tuer gratuitement. Et le problème, c'était la France pour les Maliens. Au niveau du Burkina Faso aussi, c'est presque la même chose. Maintenant, ils ont pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont pu changer en termes de bilan? Vous pensez que rien ne change? Non, pratiquement. Regardez ce qui s'est passé tout dernièrement au Burkina Faso. Avec plus de 100 militaires tués. C'est grave. C'est ce que les médias ont dit. Mais est-ce qu'ils ont démenti? Oui, ils n'ont pas confirmé, ils n'ont pas infirmé. Et on a même attribué qu'il y aurait eu des mouvements dans l'armée que nenni. Oui, regardez par exemple. Regardez, est-ce que les terroristes au niveau du Burkina Faso ont reculé? Je ne pense pas. Est-ce que les terroristes au niveau du Mali ont reculé suffisamment? Je ne pense pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont pu gagner? Ce qu'ils ont pu gagner durant ces... Attendez, au niveau du Mali, ça fait déjà 4 ans. Un mandat aux États-Unis. C'est grave, vous prenez le pouvoir comme ça, vous organisez une transition de 4 ans et vous ne dites rien à personne. Pourquoi ils ont quitté la CEDEAO? C'est parce qu'ils ne veulent plus se voir imposer. Oui. Justement, Firmin, est-ce que vous pensez que la situation sécuritaire qui sévit aujourd'hui au Burkina Faso, au Mali, le Niger, je ne veux pas trop en parler, mais dans ces deux pays-là, qu'un civil peut faire l'affaire?
Non, moi je pense que le civil gérait mieux. Du temps de Roch Christian Kabore, c'était mieux. Quand on vous a dit qu'on n'avait pas plus de 200 Kalash dans les réserves. Mais comment on gérait à l'époque? Mais tous ces morts que nous avons connus, ces 2 dernières années au Burkina Faso, vous pensez qu'on les avait connus au temps de Roch Christian Kabore? Vous ne pensez pas que c'est parce que ces gens ont décidé de se prendre en main qu'on a libéré la horde des Licarons contre eux? Mais vous savez, c'est pour dire évoluer avec les oppositions. Supposons vivant. Qu'est-ce qu'on est en train de faire au Burkina Faso et au Mali? C'est qu'ils font du troc avec la Russie. Ils font du troc avec la Russie. La Russie fait du business. La Russie fait du business. La Russie vous dit que moi je vous donne des armes. La France, il faisait quoi? Oui. La France, au moins, donnait de la liquidité. C'était juste ça. Oui, la France doit donner de la liquidité au moins. Vous savez, et puis, vous savez, moi je veux dire. Oui, revenons au sommet. Oui, revenons à l'actualité du sommet. Est-ce que, Yaounoukono, vous pensez que ces 3 pays vont finalement annoncer la création de la confédération pour véritablement s'émanciper aujourd'hui totalement? Monsieur Samuel, vous savez quoi? Les putschistes, ce sont des gens qui sont dans l'improvisation. Vous les aimez pas beaucoup? Hein? Oui. Ce sont des gens qui sont dans l'improvisation. Hein? Et ils sont dans l'improvisation. Ils n'avaient pas une vision. Tout leur parcours révèle aujourd'hui qu'ils n'avaient pas de vision, ils n'avaient pas de plan. Alors donc ils sont dans l'improvisation et maintenant ils se sont à coquiner avec certains qui se disent administrateurs, les Shoguns Maga par ici, les par là, etc. Bon donc et c'est avec eux qu'ils comptent faire l'affaire, etc. Et puis ils divaguent, ils naviguent à vue. Non, un pays, on ne joue pas avec un pays, avec le destin. Nous sommes dans un monde et le monde est contrôlé et régi par un système. Et ce système-là, lorsque vous ne savez pas comment y jouer, poser les pions pour tirer épingle du jeu, mais ça vous rattrape, ça c'est clair. Alors donc, du coup, maintenant, ils évoquent la question sécuritaire, le terrorisme, c'est avec ça qu'ils veulent justifier, etc. Mais il n'y a pas que ça, monsieur Samuel. Il n'y a pas que ça. Si aujourd'hui, concrètement, vous leur posez la question de savoir, mais vers où conduisez votre pays? Vous dites non, on ne veut pas que tel nous dicte. C'est ça. Il n'a pas de vision. Monsieur Samuel, quand Ibrahim Traoré vous parle de patriotisme, vous parle de revenir aux valeurs fondamentales, vous parle de reprendre en main l'éducation et tout, ça doit vous parler, ça. Ce n'est pas une question de bavardage, ce n'est pas un chant, c'est du concret, c'est du réel, c'est de la matérialité. Ça doit se matérialiser. En cela, je dis toujours que la souveraineté ne se chante pas. La souveraineté, ça ne se réclame pas, mais elle se matérialise, elle s'affirme et s'impose. C'est ça la souveraineté. Est-ce que c'est pas ce qu'il faut? Mais non, monsieur Samuel, ce n'est pas du bavardage, mais c'est du concret, c'est du réel, c'est vrai. Quand nous voyons que, parce que vous savez, le président burkinabé là, il est très habile en diversion. Il est très habile parce que, oui, nous avons vu, il fait des actions, tantôt il va vers certaines populations pour mener des actions, pour redorer son blason, etc. D'accord, c'est bon, mais il n'y a pas que ça. C'est beaucoup plus, les enjeux sont beaucoup plus énormes que ça. Alors, sur le plan diplomatique, sur le plan politique également, n'oubliez pas que il y a des grincements, il y a une ambiance lourde dans ces 3 pays-là, sur le plan dans l'arène politique, etc. Bon, donc, c'est des gens, ils sont des putschistes, ils jouent au tout-puissant. Et moi, ce qui m'indispose, c'est que malheureusement, ils jouent au tout-puissant avec des armes acquises les mêmes blancs qui disent. Moi, je veux dire ceci. Vous savez, moi, ce que je leur reproche, c'est beaucoup plus, je le répète toujours, c'est la méthode. Moi, je dis, quand je verrai peut-être Abdoulaye Diop, je verrai un Malien, je lui dirai arrêtez. Vous avez la possibilité de garder, je dis bien garder, le pays pendant 20 ans, mais autrement. C'est-à-dire, il suffit juste de vous réorganiser. C'est-à-dire, Assimi Goïta, par exemple, au niveau du Mali, se dit, je ne suis plus militaire, je deviens civil, je vais organiser les élections. Comme il se dit populaire, il va gagner les élections. Maintenant, il fait appel aux civils, à toutes les intelligences, et aux partenaires internationaux. Il dit, maintenant, là, comme Mahamad Déby l'a fait. Oui, bien sûr. Donc, il organise les élections. Il dit, par exemple, la France, vous savez, pendant longtemps, vous nous avez triché. Maintenant, voilà nos conditions. On fait appel à tel partenaire, et de façon très intéressante, on le fait. 5 ans passent. Après, vous briguez un autre mandat. Et maintenant, ça passe. Après, vous positionnez un de vos dauphins.
Un gars, lui aussi fait 10 ans. Ça fait 20 ans banalement. Et là, vous asseyez le pays sur le plan de la démocratie et vous êtes ouverts. Les gens seront ouverts avec vous. Là, vous ne serez beaucoup plus fragile. Actuellement, ils sont fragiles. Vous savez, quand on dit l'AUS, mais j'avais écrit une chronique lorsque j'étais encore plus jeune, c'est l'Union des faibles face à un régime monolithique. C'est-à-dire ça, c'est ce qui se passe au niveau du Mali ou au niveau de l'AES. C'est l'union des faibles face à un régime monolithique. Le régime monolithique, c'est le système. C'est le système mondial dont on parle nous. C'est le système mondial. Qu'est-ce qu'ils peuvent par rapport à ce système? Eux-mêmes, ils sont fragiles. Ils n'ont pas d'argent. Regardez par exemple, on a assez de ressources au niveau du Mali, mais ils n'ont pas de grosses industries. Pour monter les grosses industries, il faut de la liquidité, il faut de l'argent. Vous allez chez le FMI, le FMI peut vous donner de l'argent actuellement. Quand vous avez des problèmes avec la France, ça veut dire que vous avez des problèmes avec l'Union européenne. Quand vous avez des problèmes avec l'Union, ça veut dire que vous avez des problèmes avec l'Allemagne. Quand vous avez des problèmes avec toute l'Europe, vous avez des problèmes avec les États-Unis. Il y a l'ingénierie également. Il y a l'ingénierie. De l'argent. La technologie. Vous n'avez pas tout ça. Vous n'avez rien de tout ça. On dit le Mali est un pays riche. Le Mali. Qu'est-ce que vous êtes pessimiste? Non. Non, regardez pas. Nous sommes réalistes. C'est parce que moi, ce que les gens ne savent pas, c'est que moi j'adore. Moi j'ai assez d'amis maliens burkinabés. Moi je les adore. En fait, ils sont tellement aimants. Moi j'ai fait le Burkina. Quelques mois les burkinabés sont extraordinaires. Ils sont intègres. Moi je les adore. Oui. Mais le Mali c'est mon pays. Le Burkina. Moi j'ai fait tous ces pays. Le Burkina. Moi je les adore en fait. Moi ce qui se passe, ça me tue parce qu'on peut faire autrement. Avec du fossile, ça n'ira pas loin. Il faut aller, il faut rétablir l'ordre civil et vous relancer le pays. Et moi, je serai même le premier à les soutenir, à les acclamer. D'accord. Pendant ce temps, on va aller rapidement sur ça. La CEDEAO cherche à les faire revenir. Ben, c'est normal. La CEDEAO joue toujours à l'apaisement. La CEDEAO joue toujours c'est pas elle-même qui a provoqué tout ça. Non, ce sont les poutistes. Il n'aurait pas fait de... Non, mais M. Samuel, il n'aurait pas fait de coup d'État. Il n'aurait pas renversé des présidents légalement élus. Le président Roch Marc Christian Kaboré qui a été renversé, c'est pas normal. Un président élu, vous le renversez. Et ensuite, ça fait un jeu de ping-pong entre eux. Celui qui renverse, après lui aussi qui est renversé. Et le président Ibeka, c'est vrai que, bon, il lui a reproché des affaires de corruption, etc. Achat d'avions et tout ça. Le président Mohamed Bazoum, un président élu, vous le renversez. Donc, vous voulez que la CEDEAO applaudisse, hein, quand on renverse des présidents moi, je parle pas élus comme ça. Des sanctions, mais oui. Donner l'impression aussi que dès que la France dit ces pays vont être sanctionnés, puis patatras. De toutes les façons, monsieur Samuel. L'impression que tout ça est commandé d'ailleurs. De toute façon, monsieur Samuel, moi je vois que dans nos constitutions, il n'est écrit nulle part qu'on peut prendre le pouvoir par la force, par les armes. Et donc, je ne vois aucune France. C'est vous qui voyez la France. Moi, je ne vois pas de France. Moi, je vois tout simplement que dans nos constitutions, il n'est pas écrit qu'un militaire peut se lever avec les armes et prendre le pouvoir. Alors, ça a été ce qui a, ça a violé les constitutions. Ils sont des gens qui ont violé, qui ont violé les constitutions de leur pays. Quand tu aimes ton pays, tu ne peux pas te mettre dans cette poursuite, dans cette dynamique-là. Donc, ils sont allés dans ce sens-là, en violant les constitutions. Alors, donc, vous voulez que la CEDEAO reste différente. Moi, qu'est-ce qui concerne la France dedans quand quelqu'un va faire... Est-ce possible que la CEDEAO, j'ai envie de dire, puisse reconquérir ces trois cœurs? Non, pour le moment, non. Ce n'est pas possible. Pour le moment, non. Moi, à moins que Fonya Singbe puisse jouer un rôle fondamental à ce niveau-là. Parce qu'ils écoutent Fonya Singbe régulièrement. Donc, ils ont confiance en lui. Ça peut marcher avec Fonya Singbe. Donc, s'il met en œuvre sa diplomatie active, ça peut donner quelque chose. Même moi, si j'étais à la place de la CEDEAO, moi, je les laisserais. Je les aurais laissés. Ben oui. Oui, mais c'est-à-dire... Je suis d'accord aussi. Vous voulez continuer, allez continuer. Que la CEDEAO prenne... Mais ça a dit sans vous, on peut vivre. Oui. Sans lui, c'est vous qui allez en souffrir. Oui. Sans la CEDEAO, eux aussi peuvent vivre. Non, mais bien sûr. Non, ça c'est un peu difficile. Que la CEDEAO prenne acte. Parce que, en réalité. Ça fait 65 millions de personnes qui se mettent ensemble. Mais qui se mettent ensemble? Vous pensez que 65 millions de personnes n'ont pas la capacité de vivre? Non, attendez. Ils répondront devant les poutistes. Les poutistes leur rendent compte de leur... Je vous dis quelque chose. Ils vont trouver l'argent où pour se développer. La CEDEAO trouve l'argent où? La CEDEAO, c'est parce qu'elle est un partenaire, elle a toujours les institutions de Bretton Woods. C'est là où elle va contracter. Regardez par exemple. Pardon? Vous confirmez? Non, ça c'est pas téléguidé, c'est le système mondial. Non, le monde est super. Regardez par exemple. Est-ce que vous pensez que eux, avec l'AES, parce que simplement on est sorti de la CEDEAO, donc le FMI va dire je ne vous prête plus d'argent, la Banque mondiale je ne vous en prête plus et tout? Non, combien on vous prête?
On ne va pas vous donner pour vous permettre de vous développer. Non, monsieur Fimé, vous jouez au si vous me permettez. La CEDEAO, hein. Pardon? Aucun prêt n'a jamais développé aucun pays de la CEDEAO. Oui, mais au moins, à leur niveau, ça va encore baisser. Permettez-moi de relever à monsieur Samuel sa contradiction. Non, je ne me permettez-moi, non, parce qu'au même moment, quand monsieur Fimé disait que la CEDEAO développe des relations avec les institutions, le Breton ou etc. Et vous dites, oui, c'est cela que ces poutistes qualifient de ce qu'ils sont contrôlés par ces institutions. Mais quand eux-mêmes encore, ils prennent l'argent auprès de la Banque mondiale. Donc, quand c'est les autres, ils sont contrôlés. Mais quand vous prenez, c'est que vous n'êtes pas contrôlés. Je vous ai ajouté quelque chose. Oui, rapidement. Nos frères maliens burkinabés sont en train de souffrir actuellement. Surtout, par exemple, quand vous voyez des journalistes qui ont toutes les difficultés pour exercer leur profession, quand vous voyez des acteurs de la société civile qui ont tous les problèmes du monde pour exercer leur profession, quand on voit les politiciens, la parole n'est plus libérée. C'est extrêmement grave pour notre démocratie. Et puis moi, je suis souvent écœuré quand je vois des Togolais, d'autres applaudissent cela parce que quand on va, par exemple, on va envoyer un journaliste en prison ou dans d'autres pays de la région, on va dire non, ce n'est pas bon, tout ça. Mais quand c'est ailleurs, ça se fait. Les gens disent que c'est bon, comme c'est des poutistes, ils peuvent le faire. Moi, je dis arrêtez. La démocratie, on peut la ramener dans ces 3 pays-là. Moi, je n'ai rien contre eux. Voilà. Messieurs, on va parler maintenant du dernier sujet, c'est le Togo. On va parler de l'ancien Premier ministre Gabriel Vincent Agbéomé Kodjo. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, sa dépouille repose dans son village natal à Tokli, laquelle dépouille est revenue au Togo le jeudi dernier. Agbéomé Kodjo est décédé au Ghana le 3 mars 2024. Il était âgé de 70 ans. C'est un homme très connu des Togolais, plusieurs fois ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, avant de rentrer en rupture de banc avec son parti d'alors, le Rassemblement du peuple togolais. Il connaîtra l'exil politique, il reviendra 3 ans après, il connaîtra également la prison. Il s'est reconverti en opposant. Il a créé sa formation politique avec laquelle il est parti aux élections en 2020, donné en seconde position avec 19,46% des voix, des résultats qu'il a toujours contestés. Il retournera finalement encore en exil où il va décéder, très proche du Togo, au Ghana. Quel souvenir, Firmin Tekoh Agbo, gardez-vous on peut le dire, de l'illustre disparu? Bon, souvenir d'un homme intelligent. La première fois que j'ai été reçu dans sa maison, parce que moi, on n'était pas âgé, moi je l'ai connu quand j'ai commencé par prendre de l'âge, devenir jeune adulte. Mais je l'ai rencontré comme journaliste. Il m'a reçu chez lui. J'ai demandé à le voir pour échanger un peu avec lui comme chroniqueur politique. Moi, c'est un gars intelligent. Il vous explique un peu comment le monde fonctionne, comment la politique fonctionne. Il vous parle des Français, des dirigeants français, des Sarkozy, des Chirac, avec une certaine aisance. Il vous dit comment ça se passe. Il vous parle de la politique américaine. Il vous parle de comment fonctionne un État. Il vous parle de comment on élabore une politique, quand on a une vision pour un pays. Il vous parle de l'armée, du monde, comment les choses fonctionnent. Il vous parle des renseignements. Il vous parle de tout, en fait. Vous vous rendez compte en même temps que ce n'est pas seulement quelqu'un qui a de l'expérience, mais c'est un homme d'État qui s'est cultivé. Un homme d'État qui s'est cultivé, qui est ouvert, qui est intelligent, qui n'est pas hostile aux critiques. Parce que quand vous allez chez vous le critiquez, mais il est ouvert et puis vous explique. Et c'est un homme de dialogue. Et donc, c'est tout ça que moi, je garde de lui. L'autre chose que je garde de lui, c'est que il a eu, peut-être je peux me tromper, on dit souvent que les ambitieux sont souvent pressés. Et de petits détails leur échappent. Et je pense que c'est ce qui a échappé à Agbéomé Kodjo. Parce qu'en réalité, en 2002, avec sa brouille qu'il a eu avec le parti au pouvoir d'alors, le RPT, il pouvait juste se calmer, être un peu beaucoup plus patient. Et 3 ans après, le général Léa-Dema allait décéder et il allait être toujours cette figure emblématique au sein du RPT et il allait organiser la transition avec le système en place d'alors et il ne serait jamais parti. L'autre chose aussi, c'est au niveau en 2020. En 2020, avec les résultats proclamés qui le mettaient en 2e position,
il aurait été beaucoup plus sage. Le connaissant très bien, étant un homme très ouvert, connaissant, maîtrisant les rouages politiques, il aurait été beaucoup plus sage. Peut-être demandant, faisant appel peut-être à une certaine négociation avec le pouvoir. Et aujourd'hui, il incarnerait l'opposition togolaise. Mais il a été tellement pressé et il a pris la voie de l'exil. Et moi, je dis qu'en réalité, Agbemé Kodjo avait peur de quoi en quittant le pays? Je me dis aussi qu'arrivé à un moment donné, entre lui, le fait qu'il se soit associé avec le prélat, ça ne l'a pas beaucoup servi. D'accord. Yaounoukonou, souvenir. Monsieur Samuel, j'ai le souvenir d'un citoyen qui a eu l'opportunité de se retrouver dans l'arène politique du pouvoir et qui a eu l'occasion de côtoyer tant sur le plan national qu'international. Et généralement en tant qu'homme politique, politique qui développe toujours cet esprit-là d'influencer, de dominer, etc. généralement. Donc, j'ai encore le souvenir une fois, j'étais avec un ami chez lui, on discutait, il essayait tel qu'il s'est fait boire à mon frère Firmin, qu'il a bu allègrement. Il y a certains points sur lesquels quand il parlait, je disais non, ceci, cela, et puis il arrivait un moment pour me convaincre qu'il était obligé de se lever pour venir me taper sur la jambe, comme quoi il essaie de me convaincre de force. J'ai le souvenir de quelqu'un quand même qui a développé certaines approches, certaines propositions dans son programme de campagne, où en 2020, j'ai encore le souvenir, il prévoyait que dorénavant, s'il était président, le passeport aurait dorénavant une durée de 10 ans pour 10 000 francs, la carte d'identité 2 000 francs pour 10 ans, et le permis 10 ans pour 5 000 francs. Et donc, c'est ce qui a attiré mon attention, parce que ça, c'est ce qui est profitable en temps pour les citoyens lambda. C'est ce que gagne. Donc, c'est ce que j'ai apprécié. Et M. Agbo, mais sinon, il a fait partie, il a eu la chance, l'opportunité d'être au corps du système. Il en a profité, il en a joui. Il en a profité, il en a joui. Et beaucoup de citoyens n'ont pas eu cette occasion-là. Et tout ce dont il a profité, beaucoup, ni même moi qui suis ici, je n'en ai pas profité, je n'en ai pas joui. Donc, il a connu son palmarès. Et également, la vie, ce sont des hauts et des bas. Et il faut savoir faire le calcul. Mais surtout, ce qui retient, mon attention est dans cette situation que vous savez, nous, au temps de la jeunesse patriotique, notre slogan c'est « Au nom de la patrie, acceptons-nous ». C'est pourquoi le plus souvent, la plupart du temps, les gens veulent nous voir, nous, en tant que TJP, moi, nous, nos positions, ils veulent nous sentir soit rigides contre le parti au pouvoir, et quand tu n'es pas rigide contre le parti au pouvoir, ils te qualifient d'être une branche du parti au pouvoir, sans le prouver. Et d'autre part aussi, c'est vrai que le parti au pouvoir, de l'autre côté, nous les avons jamais entendus, nous critiquer comme quoi nous sommes de l'opposition. Même s'il fut un temps où des organisations de la société civile nous ont fait appel, où nous avons été dans un même regroupement dans des revendications, disons des actions ponctuelles, etc. Rapidement. Rapidement, comme pour débloquer et déboucher et dire que en 2013, nous avons écrit une lettre ouverte aux acteurs de la société civile pour demander à ce que la société civile incarne réellement son caractère d'impartialité. Alors donc, pour chuter, je vais dire que ce que nous déplorons est que l'esprit d'acceptation mutuelle n'est pas encore de réalité dans notre pays. Si il en était ainsi, nous ne parlerons plus d'exilés politiques, nous ne parlerons plus de prisonniers politiques, nous ne parlerons plus de morts politiques. Parce que, monsieur Samuel, vous savez, il faut pouvoir toujours aller vers un changement de mentalité et faire un bilan. D'accord, il me reste juste 8 minutes sur le sujet. Je vais tourner rapidement la parole. Quel héritage politique laisse-t-il? L'héritage politique... un dialogue,
Moi, je pense que c'est ce qu'on peut apprendre avec Agbome Kodjo, une certaine ouverture politique. C'est ce que moi je peux apprendre de lui, parce que vous savez, au soir de sa vie, en 2020, il a essayé de rassembler un certain nombre de partis politiques, la CDPA et d'autres. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit toujours retenir, Et au-delà de tout, même dans les moments difficiles, il faut toujours s'ouvrir aux autres. Parce qu'Agbome Kodjo, il n'a pas véritablement eu des coups de franche avec assez de partis politiques de l'opposition. Mais essentiellement, c'est l'œuvre de Monseigneur Kodjo. Parce qu'avant, c'est lui qui s'est donné une démarche allant vers toutes les formations politiques pour leur proposer son idée de ce regroupement, de ce rassemblement, et dont certains ont adhéré, comme par exemple la CDPA, tout ça, mais d'autres, vous avez entendu l'ANC, autre la même, et la FDR de Maître Apévon. Donc, c'est une initiative de Maître Apévon. Mais bien avant, en 2000... Monseigneur Kodjo, mais bien avant, par exemple... Mais qui a regroupé, qui a formé le regroupement. Oui. Et que, non, ce n'est pas l'œuvre d'Agbome. Attendez, non, moi, je veux retenir cette ouverture politique-là. C'est un homme qui se transcende, au fait, au-delà des clivages politiques. C'est ce que moi je veux retenir de lui. Par exemple, en 2012-2013, c'était le CST. Agbome Kodjo, bien que critiqué au niveau de l'opposition, il a accepté faire la marche avec le CST à l'époque, des partis de l'opposition les plus radicaux d'alors. Par exemple, l'ANC et des organisations de la société civile qui étaient tellement radicales, radicales à l'époque, mais il s'est ouvert. Moi, c'est l'ouverture que moi je retiens de lui. Si on peut s'en inspirer avec l'histoire politique du Togo, je pense que c'est ça. Ça va faire baisser un peu la garde au niveau du radicalisme. Bon, moi, je ne le qualifie pas d'ouverture politique. Moi, je pense que c'est un calcul politique. J'allais poser. Oui. Est-ce que vous voyez dans le parcours de cet homme des erreurs politiques? Monsieur Agbome, c'est quelqu'un, je vois qu'il tergiverse. Il n'est pas constant. Il n'est pas... C'est quelqu'un qui tergiverse. Tantôt, vous le voyez dans cette position, et au même moment encore, il change encore de position, etc. C'est quelqu'un qui tergiverse. Alors donc, il est beaucoup plus dans ses calculs. Peut-être, bon, il faut le comprendre. Il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée, donc il a beaucoup joui. Et donc, son ambition ultime qu'il nourrit, c'est d'accéder au poste de président. Alors donc, pour ce faire, bon, il est prêt à toutes sortes de manœuvres. Tantôt, si il peut avoir un espoir que ce soit avec le parti au pouvoir même qu'il pourrait y accéder. Bon, et si tantôt il peut jouer sa carte avec les partis d'opposition pour essayer de les avoir, disons que de toutes les façons, tantôt il explore des voies pour assouvir à son désir, à son ambition, etc. Bon, donc voilà. Je crois que il a fait son temps. Quoi qu'il en soit, il a fait son temps et puis et de façon positive pour le Togo, pour les citoyens lambda. C'est ce à quoi je pense fortement que nous devons plutôt voir quel est le gain, quel est le bénéfice, quel est le bilan. Est-ce que sa formation politique peut lui survivre? Non, moi je ne pense pas. Je ne pense, depuis qu'il est moi-même la DM, c'est ça, DMK, non? Le MPDD. Non, le MPDD. Ça, c'est le regroupement. Oui. Le parti, c'est le MPDD. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça va être vraiment difficile parce que c'est lui le cerveau. Regardez, celui-là qui faisait marche avec lui, c'était Gérard Adja. Gérard Adja aujourd'hui. Il y a eu rupture de bande. Et il y a eu rupture aujourd'hui. Ils ne sont plus ensemble. Donc ça va être difficile. Qui peut lui succéder aujourd'hui à la tête du MPDD? Ça va être difficile. Je pense que c'est probablement la fin de ce parti politique, même si officiellement le parti peut toujours exister. Mais je voudrais revenir un peu sur ce que nous disait tout à l'heure par rapport à cette tergiversation. Je me suis dit, peut-être, je ne sais pas comment ça se passe, Agbome Kodjo, peut-être on lui a dit, peut-être spirituellement, qu'il sera un jour président du Togo. Peut-être on le lui avait dit. Mais c'est ça, au fait, qui l'a rendu incohérent pendant les derniers jours de sa vie. C'est ça, je ne sais pas si ça l'a bouleversé. Il s'est confié à tout, je sais pas, à tout, et je ne sais pas comment m'exprimer, mais regardez, c'est pour ça qu'il a mélangé religion et politique. Bien sûr que en réalité les deux sont toujours ensemble, mais il a mélangé religion et politique. Peut-être il croyait au prophète, il croyait peut-être au propos de Monseigneur Kodjo. Peut-être les gens lui disaient que c'est toi qui as gagné, que Dieu a dit que c'est toi qui as gagné, donc c'est toi qui as gagné. Alors que il s'est beaucoup attaché à ça sans être réaliste envers lui-même.
C'est ça, il a manqué de réalisme de soi. Donc, il s'est beaucoup plus confié à ceux-là qui ont dit non, que c'est lui. Parce qu'il y a eu des prophètes qui ont dit ça, hein, que non, c'est lui qui va être président, ainsi de suite. Mais on lui aurait dit des choses comme ça. Moi, je me dis, même si spirituellement cela a été dit, mais il faut une certaine cohérence par rapport aux actions concrètes. Il y a aussi quelque chose qu'on a noté, beaucoup l'ont remarqué au décès de Monseigneur Kodjo. On a fait la même remarque au décès d'Agbeome Kodjo. Il n'y a pas eu d'hommage officiel, alors que c'est des gens qui ont incarné la République. Oui, monsieur Samuel, c'est pourquoi, je ne sais pas pourquoi vous m'avez coupé tout à l'heure dans ma logique. C'était à cause du temps. Oui, je ne sais pas pourquoi vous m'avez coupé. C'est le temps. Parce que je vais vous dire une chose. Le changement de mentalité, de paradigme, s'est opéré avec les Occidentaux au lendemain des 2 guerres mondiales. Parce que s'ils ne s'étaient pas inscrits dans cette posture de changement de mentalité, de paradigme, nous n'aurions même pas eu la décolonisation. Ils ont tiré leçon de tout ça là. Ils ont tiré leçon. Donc ils ont changé des règles, ils ont changé beaucoup de choses. Et si vous prenez un peu le fonctionnement du monde, après 1945, après la Deuxième Guerre mondiale et avant les 2 guerres mondiales, on ne peut pas faire de comparaison. Donc, comprenez que, arrivé un moment, nous devons savoir que, mais je nous comprends toujours, c'est que nous les Africains, encore plus au Togo, nous manquons d'idéal. Et l'esprit d'acceptation mutuelle reste toujours, nous restons toujours sevrés de cela. Il y a toujours de la mélancolie, il y a toujours un esprit de mépris, il y a toujours quelque chose là qui nous échappe. Et c'est ce qui fait que nous sommes toujours dans cette posture. C'est dans cela, quand moi aujourd'hui je vois chez les Occidentaux, que ce soit en Europe, les États-Unis, Macron, vous voyez comment ces oppositions, les mots qu'il lui lance, mais vous n'entendrez jamais un prisonnier politique. Vous n'entendrez jamais un réfugié politique. Pareil pour les États-Unis, pareil pour beaucoup, mais c'est seulement avec la Russie que vous verrez ça. Et la Russie, peut-être, elle veut copier nous les Africains, et c'est nous, c'est pourquoi on applaudit la Russie. Ce sont les Africains qui copient la Russie. Bon, et c'est pourquoi on applaudit, parce que la Russie fait comme nous, les oppositions sont enfermées, etc., etc. Non, moi ça me plaît beaucoup, et c'est un rêve pour moi. C'est un rêve pour moi de voir que chez nous, tel que je vois que ce soit en Allemagne, en France, etc., il n'y a pas de réfugiés politiques, il n'y a pas de prisonniers politiques. Il n'y a pas d'exilés politiques. C'est ça le rêve. Et c'est en cela que nous, au temps de la jeunesse patriotique, en 2020, nous avons lancé un appel pour le retour de tous les réfugiés politiques, des prisonniers politiques, etc. Même question, alors, donc, on va pour moi, comme ça. Pourquoi on ne fait pas d'hommage politique, d'hommage officiel, j'ai envie de dire, à ces gens? Président de l'Assemblée, c'est pas rien. Premier ministre, c'est pas rien. Monseigneur Kodjo était également président du Conseil à l'époque du HCR, du Haut Conseil de la République, c'est pas rien. Pas dommage. Pourquoi? Parce qu'ils ont été opposants au régime actuel. Non, moi, la République ne peut pas se départir de ses rancœurs. Non, moi je pense qu'il y a 2 petites choses à relever. La première chose, c'est qu'ils ont été considérés comme président de l'Assemblée nationale, ancien président de l'Assemblée nationale jusqu'à leur décès. Moi je pense qu'ils avaient toujours ce qui gagnait à la fin de moi je pense des hommages officiels. Oui, c'est juste dire qu'au niveau de la République. Il a été président de l'Assemblée. Non. Moi je dis ils ont été traités comme tels. Président de l'Assemblée nationale, moi je ne parle pas encore d'hommage. Il y a des émoluments. Oui, des émoluments qui leur sont versés, qui leur ont toujours été versés. Jusqu'à une seconde. Qui leur ont été versés. Juste dire qu'en réalité, la République les a traités toujours comme anciens présidents de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, c'est que il me semble qu'il y a des dispositions qui permettent à ce que, au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on rende hommage aux anciens présidents de l'Assemblée nationale. Mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas pu faire ça à Monseigneur Kodjo. Parce qu'il n'y a pas eu l'Assemblée nationale n'a organisé aucun hommage national à l'endroit de Monseigneur Kodjo. De l'Assemblée. Pardon? Agbeome aussi. Oui, bien sûr, je vais arriver. Mais pourquoi vous êtes pressé? Rapidement. Mais je me demande pourquoi cela n'a pas été organisé. Peut-être aujourd'hui, comme l'Assemblée est en train de travailler. Nous sommes en train de reconstruire les choses au niveau de l'Assemblée. Bon, reconstruire, je parle d'institution. J'espère que ça pourra se faire. Peut-être ça pourra se faire un jour. Ça pourra se faire. Près et on reviendra. Mais pour le Premier ministre, il n'y a pas d'hommage national. Oui, bien sûr. Merci. Firmin Teko, merci. Merci Yaounou Kono. Merci à vous. Merci à tous et bon samedi.